Alors, bonsoir tout le monde, ça va? Vous avez entendu plein d'experts. Moi, je ne suis pas un expert. Moi, je m'occupe de citoyenneté, je m'occupe de formation d'adultes dans la question de l'environnement. Et voilà, j'aurais voulu vous parler d'une action qui permet aussi de laisser la place à d'autres experts. Que pensez-vous de la pollution actuelle de l'air? Michel, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de la qualité de l'air? Que pensez-vous de la pollution de l'air pour améliorer ça? Qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre vie pour moins polluer l'air que vous respirez? Oui, mais monsieur, alors ça dépend. Quand parfois j'ai un beau parfum qui passe à côté de moi, c'est chouette, mais quand j'ai un camion, là, c'est vraiment inacceptable. Par exemple, chez vous, les portistes, c'est eux qui sont responsables de ça. Parce que nous, on ne sait rien faire. C'est eux qui sont là, qui doivent faire un solution. Comment pourrait-on faire pour améliorer tout ça? On pourrait les laisser continuer, mais voilà, toutes ces interventions sont les interventions d'un groupe que j'ai animé dans le centre-ville de Bruxelles et qui a fait une émission de radio, que vous pouvez d'ailleurs écouter sur Radio Panique. Ce que nous, on essaye de faire, en fait, dans mon boulot, au Braille, voilà, je m'appelle Yévin Chemin, je travaille pour une association qui s'occupe d'air. On essaye que tout le monde arrive à ce genre de position, c'est-à-dire l'exprimer de façon démocratique. Pourquoi est-ce qu'on a droit à un air propre, pas uniquement parce qu'il y a une législation Clean Air for Europe qui est née en 2008, mais également parce qu'on a tous le droit à une vie digne et à ce que ça se passe bien dans les villes comme ailleurs, dans certains coins plus pollués de villes qu'ailleurs. Le Braille, c'est une association, un mouvement urbain qui existe depuis déjà 45 ans. Donc c'est une ASBL en droit belge, on s'occupe d'environnement et d'urbanisme, de mobilité, de gouvernance et de participation. Et dans ce cadre-là, ici, on utilise des optiques de capacitation citoyenne. En anglais, on dira empowerment. Donc, les citoyens, mettons-les au centre de la question de la qualité de l'air, parce qu'il s'agit bien de leur vie, leurs enfants, leur quartier. Et alors, pourquoi un débat public? Un débat public parce que la pollution nous vient parallèlement à un problème de congestion. La question de l'exposition, ce n'est pas la question de ce qu'émet votre voiture, c'est la question de combien vous, combien votre voisin, combien au rez-de-chaussée, combien une famille, combien un enfant dans une école sera exposé. Elle va aussi en équation avec la question de l'accessibilité. Vous savez que les pauvres bougent moins loin que les riches et que nous n'avons pas tous la chance d'habiter dans des beaux quartiers. Tout ça aboutit sur une question de santé environnementale. On l'a décrite largement avec les deux premiers intervenants. Ce que nous, on a pensé, c'est qu'il y avait une question de perception politique. La pollution, la congestion, pour la mobilité qui représente grosso modo et tout polluant, les experts me contrediront, s'ils le veulent, à peu près 70% du problème ici à Bruxelles qui nous vient des problèmes de malmobilité dont on a hérité depuis les années 50 à peu près. Il s'agit d'une perception politique. Qu'une autre mobilité, arrêter de polluer autant, serait une option politique idéologique. Ce que nous, on pense, c'est que la santé environnementale, la santé n'est pas un choix idéologique. Vous pouvez travailler pour la NVA, pour la bande au dernier parti populiste de je ne sais quel pays. Non, la santé de vos administrés, vous y veillerez. Et donc pour ça, il faut peut-être que démocratiquement, les citoyens puissent déclarer le problème. On m'a demandé, en venant ici, de vous faire un historique des mobilisations citoyennes qui ne datent pas d'hier. Alors là, j'en ai pris une au hasard, mais en fait, il y en a sans doute avant. Voilà, vous avez là l'incinérateur de Nederoverenbeek avec beaucoup de mobilisation. C'était juste pour le petit clin d'œil, vous dire que s'il y a d'autres sources, c'est aussi la législation, c'est aussi la puissance publique qui a pris de la place et qui a imposé aux industries de pouvoir notamment jouer sur les émissions de ces sources très importantes. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir jouer sur le marché de la mobilité ici à Bruxelles et les autres, hein? On va aussi s'adresser par exemple aux personnes qui se permettent d'utiliser un feu de bois tous les jours, alors que peut-être ils ont d'autres alternatives. Vous avez là une très très longue liste des actions existantes, mais pour peut-être vous les décrire plus simplement,
on va parler d'une stratégie de Dreifvlak, c'est un vieux mot flamand qui veut dire une communauté de soutien. Donc ce que nous on pense, on a vu comme dans le cas de Clean Air Brussels, donc un premier groupement citoyen dans les années 2010 à vraiment avoir pris position, qui s'était formé par lui-même ce groupe. Il ne s'est pas formé parce qu'on lui a dit réfléchissez à l'environnement, il ne s'est pas formé parce qu'il sortait des bancs d'école, où on a dit des bancs d'université, où on a dit que c'était grave. C'est simplement des mamans et des papas qui se sont retrouvés dans les parcs et qui se sont dit on habite du côté de l'avenue de la Couronne et la situation est trop grave. Voilà, vous voyez les premières actions qu'ils ont prises, je ne vais pas toutes les lister. Et à partir de 2016 également, là, à l'initiative de deux associations, mais aussi de citoyens qui les composent, s'est regroupé un groupe qui s'appelle Bruxelles et à qui on doit aussi plusieurs actions qui sont passées à ce moment-là. Et pour nous, dans la sphère associative, on s'est dit il faut aussi pouvoir former d'autres groupes, d'autres collectifs de citoyens qui ensuite vont pouvoir s'exprimer à leur façon. Tout le monde n'a pas le même capital social, tout le monde n'a pas le même accès aux médias, tout le monde n'a pas le même accès à l'information, tout le monde ne parle pas plusieurs langues. Et donc il était important pour nous aussi de pouvoir travailler avec d'autres groupes, notamment l'année passée on a travaillé avec un groupe au centre-ville, vous les avez entendus tout à l'heure, dit le Chouchou Group, ainsi que EUCG, donc des travailleurs de la Commission européenne qui ont fait le choix de se déplacer principalement à vélo. Tous ces gens étaient concernés et se sont mis à s'exprimer de cette façon-là. Voilà, vous voyez qu'il y en a encore plein d'autres, et notamment l'apparition désormais de recherche-action. Par exemple, ce petit appareil que vous voyez là, c'est une recherche-action financée par des fonds européens qui passe par Imoviris, et avec une université, Cosmopolis de la VUB, on utilise ceci, interfacé avec un smartphone ou une tablette, qui permet de faire des mesures de pollution là où vous la respirez, non pas dans une station de mesure. Alors, Capacity sera une autre recherche-action qui promet d'analyser le lien entre air, santé et communauté, puisque nous ne sommes pas tous égaux devant ces situations. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Les recherches-actions qui permettent en même temps aux citoyens de s'exprimer et en même temps à la recherche d'avancer. Voilà, on voit également beaucoup d'actions. Vous avez vu défiler plusieurs photos là-bas avec des actions plus grand public qu'on doit au collectif Bruxelles, qui nous invite d'ailleurs aujourd'hui. Montrer aussi que saisir un débat public, ça n'est pas si sorcier, ça peut être à la portée de tous. Et cette expression, nous, il nous semble qu'elle est vraiment attendue par la classe politique. Ce qu'on voit également, c'est vous le voyez ici avec cette carte, hein, c'est des initiatives de mesure tout à fait DIY, avec des Fab Labs et autres groupes qui développent eux-mêmes des technologies citoyennes et qui commencent à mesurer l'air à Bruxelles. Qu'est-ce que ça fait? Ça développe un niveau de conscience chez ces personnes qui étudient les phénomènes, qui étudient avec leurs propres moyens, hein, mais ça développe aussi une conscience partagée quand on se met à en parler avec ses enfants, avec ses collègues, avec les parents des enfants de l'école d'à côté, etc. etc. Voilà. La liste est longue, on pourra vous la donner, on essaiera un jour d'écrire une histoire, mais d'abord on va gagner nos combats, donc il faut nous laisser un petit peu de temps. Une optique qu'on a développée au Braille, mais on n'est pas les seuls, parce que cette technologie-ci, par exemple, a été développée par une ONG américaine. Nous l'appelons la Citizen Science, en français on dira science participative. D'abord, cette idée, on ne l'a pas eue tout seul, on l'a eue, figurez-vous, avec l'administration régionale de l'environnement, donc oui, avec le pouvoir bruxellois et son administration, qui a eu la bonne idée, depuis plusieurs années, de faire des mesures avec un autre type d'appareil, que vous voyez là-bas en bas, même si c'est un peu sombre, et de mesurer de façon géolocalisée l'exposition à la pollution. Et bien de ce genre de choses, on peut tirer beaucoup d'enseignements. Parce que les bénévoles, d'abord, c'est une ressource qui ne coûte pas d'argent, mais qui en plus propage un petit peu une information. Et donc elle propage l'information de sa propre conscientisation, et elle propage à terme, et on vient de sortir le rapport expert 2017, des données comme celles qui nous montrent que les Bruxellois, ayant participé en tout cas, sont moins exposés sur leur lieu de travail que dans leur habitation, que dans d'autres bâtiments. Pensez à votre club de sport, si vous allez faire du sport à côté de le 411 par exemple, et puis ensuite les lieux, les espaces publics et le pire, les espaces publics fortement chargés de voitures. Donc c'est un exemple de collaboration qui est très valorisé et je pense qui est très souhaitable au niveau scientifique et que nous on a pu utiliser en maximisant les efforts citoyens.
la possibilité de prendre ces apprentissages en charge. Voilà ce qu'on va faire, nous, avec cette Citizen Science. L'idée, c'est de pouvoir impliquer un maximum des citoyens, des scientifiques. Overhead, c'est donc les autorités publiques et des technologies intégrées, pourquoi pas. Et donc ce petit appareil ici permet de fournir une base de données. Vous voyez là au-dessus, c'est une carte de Bruxelles. C'était du mois à son état au mois de mai quand on est allé la présenter à la ministre de l'Environnement. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus fournie et beaucoup plus précise pour pouvoir nous donner ça. Je vous en ai déjà parlé, donc je peux avancer. Voilà un petit peu ce qu'on pense qui se passe au niveau éducatif des adultes. Hein. C'est un processus agogique. Que fait la Citizen Science sur la citoyenneté? Eh bien voilà, au départ, on va commencer avec des eux. C'est eux, le politique, qui doit faire quelque chose. Si on passe par le nous, c'est qu'est-ce que nous vivons dans notre communauté, quelles sont nos préoccupations, ce qu'on va pouvoir faire pour arriver à comprendre ce qui nous arrive. Et le moi, c'est moi, je m'informe, je m'active par rapport à ça. À partir du moment où le savoir est acquis, on va passer dans le faire savoir. Et donc, ce que je comprends, je vais me sentir possédé de cette donnée, et donc je vais avoir envie de la propager, de défendre ce que je pense par rapport à ça. C'est une parole située. Ça me concerne, donc ça m'intéresse. Communautairement, nous demandons pour notre collectivité, pour notre école, qu'on puisse diminuer le trafic de vent, qu'on puisse améliorer la desserte en transport en commun, ce genre de choses. Et ils écoutent, eh bien, c'est la réponse politique qui est souhaitée, mais elle n'est pas forcément politique au niveau global, mais elle peut être aussi politique au niveau de la gouvernance d'une école, par exemple. Ça peut être, nous voulons faire un audit sur la ventilation de notre école. Ici, moi, j'ai mesuré, votre auditoire est plus ou moins correct, vous êtes à 4 nanogrammes de microparticules 2,5 par mètre cube. Voilà ce qu'on essaye d'avoir dans un champ plus théorique, c'est bien une recherche-action. La phase de recherche vise à aller vers les communautés et les individus, et la phase d'action vise de voir ce qu'ils produisent politiquement comme demande pour changer les choses. Cette prise de conscience très active, production collective de connaissances, peut amener à une prise de conscience aussi collective, propagée au niveau de la société, qui permettrait aux politiciens et politiciennes de notre pays de prendre les mesures qui sont nécessaires. Il ne faut pas oublier que la politique de papa pense que ces mesures ne sont pas populaires, on ne prend que peu de risques en la matière, et bien pourquoi pas justement augmenter ce niveau de conscience, on l'a déjà beaucoup abordé ce soir. Voilà ce que ça produit. C'est vite un melting pot des images qui ont pu être faites. Be aware, nous dit Jean-Claude Van Damme sous la plume très originale des Bruxellaires. Au milieu, vous avez un article écrit par une bénévole. Au-dessus, une émission de radio organisée avec ce chouchou groupe. En haut à droite, vous avez un tweet du commissaire européen de l'environnement qui a rencontré une de ses bénévoles, des articles de presse en dessous qui ont permis de reporter sur beaucoup. Tout ça, c'est pas l'œuvre de mon association, c'est l'œuvre des groupes citoyens qui sont dedans et qui utilisent leurs ressources et leur énergie pour le faire. Alors, qui peut s'allier à cette expression citoyenne? Les citoyens, les académiques et le reste de la société civile. Une association en fait partie. Je vous donne tous les exemples plus ou moins, et vous en aurez d'autres, vous pouvez les voir. Comment est-ce qu'on peut appliquer une action environnementale à tous les groupes pour permettre une expression justement au niveau sociétal pour demander un changement. Et moi je voudrais vous demander un petit peu pourquoi, j'avais peut-être vu avec un des Bruxellaires s'il est là, s'il peut avoir un micro. Pourquoi est-ce que... Tu as un micro encore? Attends, je vais courir juste. Ah ben je vais te poser la question tout simplement. Pourquoi est-ce qu'un citoyen ou un collectif citoyen peut avoir intérêt à créer des alliances avec les autres acteurs académiques et société civile? Je vais essayer de rester bref, ça va pas être facile, mais parce que je pense que seul dans son coin, voilà, on peut crier tout seul, mais on ne va pas faire grand-chose. On n'a pas la science infuse non plus. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de découvrir, rencontrer Catherine Boulan, on se connaît un peu mieux maintenant, qui est une académique assez reconnue dans ce domaine-là, et je pense qu'elle nous a permis, à nous, collectifs citoyens, d'apprendre aussi beaucoup plus sur la qualité de l'air et ses effets que ce qu'on en savait quand on a commencé ce mouvement, qui est encore très jeune, quoi, on a à peine 1 an. Voilà, après, c'est pas seulement les académiques, mais c'est aussi la société civile, et il faut rester aussi en dialogue avec le politique, qui au final tient les manettes, même si, bon, parfois il a un peu les pieds et les poings liés, hein. Pas facile pour diriger les manettes dans ce cas-là, mais voilà. Ça te satisfaisait?
merci. Donc, je ne sais pas si tu l'as cité, mais Ben fait partie du collectif bruxellois. Et Catherine, ben, on s'est rencontrés aussi sur ce champ-là. On essaye d'utiliser ce que la science a de communicable vers les groupes citoyens. Alors, qu'est-ce que toi, tu penses de la richesse de ces collaborations? Et moi, je pense, j'ai perdu ma voix, excusez-moi, mais je pense beaucoup de bien. C'est vraiment pour nourrir la réflexion mutuelle. Et pour nous, scientifiques, c'est ancré dans la réalité, dans les réalités de chacun. Et c'est vrai que ça permet d'élargir les connaissances, les compréhensions que chacun peut avoir des problématiques les uns des autres pour confronter ces contradictions, accompagner les uns les autres, répondre à certaines questions et en poser d'autres. Tout cela pour arriver à des actions. Parce que je crois qu'on devrait tous bénéficier d'un meilleur air. Merci, si j'avais su, je t'aurais pas demandé de parler. Mais c'est bien intéressant. On peut savoir aussi que l'État n'a pas la possibilité, n'a pas les moyens de mener des recherches aux quatre coins des rues et que donc l'action citoyenne, elle peut aider à faire ça. Nous, on s'est posé des questions politiques de ces effets. La science participative, elle coproduit le savoir, on l'a vu avec experts, on est en train de le voir avec les autres expériences, et ce savoir pousse beaucoup de personnes, formées ou non, à l'action, et donc il nourrit une action démocratique. C'est l'expérience située de Citizen Science qui rend ce savoir plus utile à la société. Voilà un petit peu ce qu'on pense, c'est que sur le terrain, ces chercheurs citoyens peuvent reconnaître et maîtriser la complexité de ce sujet. La question suivante, et je vais plutôt la laisser à la salle et la laisser au prochain orateur, est-ce qu'on peut aboutir à ça? Est-ce qu'on peut aboutir? Le A, c'est les académiques, peut-être les associations aussi, hein, les petits geeks de l'environnement qui cassent les pieds à tout le monde. Le C, c'est le citoyen qui s'exprime. Peut-être que leur avis peut nourrir le politique avec sa petite couronne, qui pourrait accepter une co-construction. Bruxelles n'est pas un territoire si grand, n'est pas un territoire administré et un ensemble démocratique tellement grand pour qu'on ne puisse pas justement aboutir à ce que veulent réellement les Bruxellois pour protéger leur air. Donc les académiques en charge du comment, les citoyens en charge du pourquoi, et le politique des moyens. Peut-être que la question politique, c'est de leur demander quand.